L'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce matin même, par consensus, une résolution intitulée « Intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines ». Cette résolution a été parrainée par plus de 2 tiers des membres de l'Assemblée générale, y compris et bien sûr les membres du groupe africain. La résolution consacre l'idée unanime partagée selon laquelle les mutilations génitales féminines constituent une grave menace pour la santé des femmes et des filles, tant sur le plan psychique et sur le plan physique, dans le domaine de la sexualité et de la procréation. L'Assemblée générale, par cette résolution, exhorte donc tous les pays à condamner toutes les pratiques dégradantes pour les femmes et les filles, en particulier justement les mutilations génitales féminines, et de protéger toute cette catégorie de personnes contre toute forme de violence. Alors cette résolution, comme on peut le constater, est un pas déterminant pour l'élimination des MJF, comme on le dit. Cependant, la lutte est loin d'être achevée. La manifestation de la volonté politique à travers l'adoption de cette résolution devra se poursuivre par des actions concrètes entreprises par les gouvernements, à travers notamment des prises de mesures politiques et législatives nécessaires dans nos différents pays. Alors je conviens de saisir cette occasion pour saluer tous les pays, tous les États membres qui se sont engagés depuis quelques années déjà pour sortir cette question des MJF de l'agenda des commissions techniques de l'ECOSOC, notamment la commission de la condition de la femme, pour l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies. Comme on le sait tous, cette question était traitée au niveau de cette commission technique, mais ne faisait pas l'objet d'une considération générale au niveau des Nations unies, au niveau de l'Assemblée générale. Maintenant, c'est chose faite. Désormais, la question sera traitée directement par l'Assemblée générale. Nous retenons également l'action décisive des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui ont unanimement sollicité l'adoption d'une résolution sur les MJF. Je voudrais également saluer le travail inlassable qui a été mené par les organisations de la société civile. Parce que derrière tout ça, il y a des organisations de la société civile qui ont beaucoup œuvré et qui ont pesé sur les consciences pour que nous puissions arriver à ce résultat. Et je citerai particulièrement l'initiative de la campagne internationale pour l'élimination mondiale des MJF, prise par plusieurs organisations de la société civile, dont la coordinatrice de la campagne est Mme Chantal Compaoré, la première dame du Burkina, qui a depuis un certain nombre d'années travaillé avec ces organisations de la société civile pour que la campagne puisse arriver justement à faire en sorte que les Nations unies puissent intégrer cette question, notamment au niveau de l'Assemblée générale. Elle a du reste dépêché sa représentante parce qu'elle est empêchée et voulait personnellement participer à cette adoption. Elle a dépêché sa représentante à New York, Mme Mariam Lamizana, qui est une ancienne ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale du Burkina et qui est actuellement présidente du comité interafricain de la lutte contre les pratiques néfastes qui portent atteinte aux femmes et aux filles. Donc il est là pour représenter la coordinatrice. Et également une des ONG qui a été très active dans la campagne, l'ONG No Peace, No Without Justice, qui est représentée ici par le secrétaire général de l'organisation et qui a bien voulu représenter la présidente Mme Bonino, qui n'a pas pu également faire le déplacement. Alors donc, je voudrais donc vous donner l'occasion de pouvoir échanger avec les représentantes de la campagne mondiale qui sont ici représentées sur le travail qu'elles ont entrepris avec les États membres, parce qu'elles ont vraiment travaillé avec les États membres pour pouvoir apporter cette question des MJF à l'agenda de l'Assemblée générale des Nations unies. Je m'appelle Dambabou. La question que je voudrais poser, c'est vrai que dans certains pays africains en particulier, il y a déjà la législation, il y a le débat au niveau des capitales, au niveau du Parlement, en langue française ou anglaise, mais qui n'atteignent jamais les pratiquants et les familles qui soumettent leurs filles à ces pratiques-là. Avec cette résolution, vous pensez qu'il y aurait de nouveaux mécanismes de parler aux gens qui sont réellement intéressés, parce que l'aspect répressif ne semble pas vraiment être efficace. Je prendrai l'exemple de mon pays, le Burkina Faso, qui est fortement engagé dans cette lutte à plusieurs dimensions.
Et je crois qu'à ce niveau, il y a plusieurs paramètres de lutte qui sont menés, que ce soit au niveau de la communication ou au niveau même de l'application des lois, pour sanctionner si en cas de besoin. Donc concernant la communication, en tout cas pour ce que je connais, il y a des actions qui sont menées pour que les populations à la base puissent être sensibilisées sur la question. Je crois que là il y a tout un réseau de dispositifs qui sont mis en place par les gouvernements et par les organisations de la société civile pour atteindre les personnes intéressées. Ils sont mieux placés. Madame Lamizana ici va certainement donner plus d'informations. Mais cette résolution, je crois, permettra à certains d'autres pays, d'autres acteurs qui jusque-là étaient plus ou moins réticents et qui pourront bien sûr s'inspirer de ce qui est stipulé dans la résolution pour engager des actions. Je suis Dr Kouyaté Moursanda, je suis le directeur exécutif du comité interafricain. Votre question, elle est pertinente. En fait, le travail depuis le 6 février 1984, ça fait 28 ans, le comité interafricain est en train de donner le message aux populations à la base. Le travail est en train d'être fait là-bas depuis 28 ans. La résolution, pour nous, c'est pour compléter les 3 étages que nous voudrions dans la lutte. L'étage numéro 1, c'est au niveau des pays. Nous avons un comité national dans les 29 pays africains où il y a la pratique, mais aussi dans 17 pays non africains où il y a des immigrés et censés venir avec leur tradition. Donc au niveau national, on était en train de se battre. Mais nous avons dit qu'il fallait avoir l'étage régional. C'est pour ça que nous avons demandé à ce qu'il y ait en 2003 le protocole que vous connaissez très bien à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes. Là, nous avons demandé à ce que les chefs d'État adoptent ce protocole qui mentionne la lutte contre cette pratique à ce niveau-là. Il manquait l'étage 3. L'étage 3, c'était de dire que face à une violation des droits humains, il fallait avoir une réponse. Si les droits humains sont universels, leur violation doit avoir une réponse universelle. Donc le 3e étage, c'était celui-là. C'était de dire que ce n'est pas quelque chose qui est ésotérique, même si la pratique se passe réellement en Afrique, à 90%. Mais nous avons besoin de partager cela avec le monde entier. Et ça résout un autre problème pour nous. Il y a des pays en Afrique. Nous avons aujourd'hui 19 pays qui ont légiféré spécifiquement sur les MGF. Mais il y a des pays qui ont peur. Des gouvernements qui ont peur de légiférer, qui n'ont pas pu appliquer parce qu'ils ont peur de leur opinion nationale. Ou ils font un semblant de peur. Parce qu'en réalité, quand c'est bien expliqué, ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Nous avons pensé qu'avec l'étage 3, ça pourrait être une bonne excuse intégrée pour eux de dire, écoutez, le monde entier nous demande de le faire. Ça pourrait les aider. Donc, celui-ci, c'est le dernier étage que nous avons dans la lutte. La lutte se passe déjà au niveau africain et au niveau des pays. Bon, moi, je voudrais le rassurer par rapport à sa préoccupation que la législation existe dans certains pays, mais n'atteint jamais les pratiquants et les familles. C'est exact et c'est pas tout à fait exact. Exact dans le sens où si on fait le constat, dans les 19 pays où il existe la loi, la pratique continue. Et dans des cas de figure, il y a certaines populations même qui ne connaissent pas l'existence de la loi dans leur pays, ou qui ne savent pas que dans l'environnement de la sous-régionale ou sous-régionale, il y a d'autres pays qui ont des lois. Du fait de l'immigration des populations, les gens traversent les frontières pour aller dans les pays où ils le font. Mais de plus en plus, avec l'action des comités nationaux, des dispositions sont prises pour informer les populations à la base, les familles pratiquantes. Donc maintenant, de plus en plus, parce que nous sommes partis d'un constat. Vous savez, le problème, c'est un problème séculaire. Donc il a fallu se jeter dans l'eau
et sans recherche a priori, parce qu'au départ, quel était le partenaire qui allait cautionner ou financer une recherche sur une pratique basée sur la tradition ou la culture. Donc il fallait se jeter dans l'eau, développer des stratégies d'ordre général qui concernaient un peu tout le monde. Et au fur et à mesure que nous avancions, nous avions ciblé et nous avions des stratégies assez spécifiques. Maintenant, c'est des stratégies ciblées vers la base, vers la communauté. Et de plus en plus, nous travaillons à ce que les communautés s'engagent dans la lutte. Qu'en plus des acteurs que nous sommes venus des capitales, que la base au niveau village, au niveau famille, que les gens s'intègrent, s'approprient les stratégies. Donc il y a les stratégies de communication, les campagnes PIC qui sont faites avec le concours technique et financier de l'UNICEF. Les campagnes PIC, c'est un programme intégré de... Voilà, ça c'est PIC, c'est programme intégré de communication où la communication joue un grand rôle, la radio rurale notamment joue un grand rôle. Les programmes TIC, c'est les trainings, les formations en cascade. Donc on forme 5 personnes qui vont former à leur tour 10 personnes qui vont former à leur tour 50 personnes, ainsi de suite, jusqu'à ce que le message soit relayé dans la base. Au niveau de l'application de la loi, un dispositif, vous savez, la loi c'est un peu complexe et puis on est dans un contexte africain. Moi je fais appel au service d'une personne et je suis mal placé pour dénoncer cette même personne. Donc il faut mettre un dispositif qui permet de susciter en tout cas, de déclencher le processus d'application de la loi. Et c'est peut-être ça toute la difficulté, dans la mesure où les acteurs qui travaillent sur le terrain, au niveau du dispositif de la loi, il n'y a pas un dispositif qui leur permet de se porter partie civile pour déclencher le processus. Au Burkina, nous avons contourné cette difficulté en mettant en place le SOS Excision, un téléphone, où l'appel est anonyme, et en responsabilisant également le personnel de santé. Et en cas de contrôle de visite SMI ou PMI, en cas de maladie en pédiatrie, en tout cas, toute opportunité, bon, lorsqu'on constate que l'excision a été faite, le processus se déclenche. Donc c'est autant d'initiatives qui permettent aujourd'hui d'informer la population à la base sur la loi et comment la loi se fait. Qu'est-ce que vous espérez de cette résolution-là? Vous attendez à quoi par rapport à cette résolution? Alors qu'au niveau africain, au niveau des pays, il n'y a pas de résultat après un peu temps de vie. Cette pratique ancestrale qui remonte à il y a très très longtemps est en train de survivre à la modernité. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des résultats très forts. Le premier résultat, c'est celui-là, celui d'aujourd'hui. Le sujet était considéré comme absolument tabou. C'était d'abord le premier qualificatif. On dit c'est tabou. Il y a des résultats concrets. Dans 29 pays africains, il y a les mutilations génitales féminines. Tous ces pays, avant le début de la lutte, ne se posaient aucune question. Et là où cela se pratiquait, c'était 100%. C'est-à-dire que chez moi en Guinée, c'était 100% des filles qui étaient exilées, 100%. Au Niger, où cela se fait dans une petite partie du pays, c'était 100% de la région, des filles de la région où cela se pratiquait. Au Sénégal, où les populations Wolof ne le font pas, mais les populations Mandingues et Peul le font, c'était 100%. Aujourd'hui, en Égypte, c'était 100% au départ. Tous ces pays aujourd'hui connaissent une réduction sensible du taux des mutilations génitales féminines. C'est ça le premier résultat et c'est le plus important parce que qu'on dise, on a dit aux Nations Unies, c'est ça, ce n'est rien. Si on n'empêche pas les mutilations au niveau de la pratique elle-même. Donc le premier résultat, c'est que ça baisse partout. Le Burkina Faso, qui a pris des mesures drastiques, s'est retrouvé de 72% aujourd'hui à 28%. C'est une diminution extraordinaire du taux. Donc il y a des résultats. Est-ce que le ministère de Martin
La question que je voulais poser, c'est que tout à l'heure, M. Kouyaté disait que c'est plus de 20 ans de lutte, vous aviez une cible, vous aviez plusieurs armes que vous vouliez avoir. Donc, et que cette révolution était donc la troisième arme que vous venez d'accueillir. Alors, après tout ça, quelle sera donc la prochaine étape, vu que nous savons que le terrain est toujours rocailleux et qu'il y a beaucoup de barrières culturelles, religieuses et sociales qui sont dans ce chemin? En fait, nous avons une stratégie à 5 points que nous développons. Et donc la résolution viendra renforcer, se mettre dans une des stratégies. Les 5 stratégies que nous avons, le premier axe stratégique, c'est le plaidoyer et la sensibilisation. Pour nous, pour arriver à bout de cette pratique, il faut expliquer, il faut montrer les conséquences, il faut parler avec les communautés, avec les leaders, tout le monde. Première chose. Le deuxième axe, c'est la loi. Il faut une loi. Les gens nous disent toujours, comme Mme Labizana disait tout à l'heure, mais pourquoi vous voulez emprisonner une vieille femme? On veut emprisonner la vieille femme parce qu'elle a violé les droits d'une petite fille. La question est aussi simple que ça. Il faut qu'on sorte du particularisme africain. La vieille femme, c'est une personne. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur la loi. On ne doit pas considérer plus les parents que les enfants. Tout le monde, les gens ont tendance à dire l'enfant, c'est le petit être. Il n'y a pas de petit être. Il y a un être humain qui est égal à l'autre être humain. Alors, est-ce qu'on peut permettre, comme disait Mme Labizana, à des parents, moi je ne parle même pas de l'excision avant qu'elle soit là, des parents qui vous disent, nous avons tout compris, nous avons vu vos images, c'est grave, c'est dangereux, tout ça, mais on va le faire. On fait quoi, mes frères et sœurs? Vous faites quoi? Vous êtes un activiste dans ce domaine-là. Vous allez dans une famille, vous prenez 1 heure, vous montrez toutes les images. La famille vous dit, on a très bien compris. Il y a le tétanos, c'est vrai. Il y a les complications, l'enfant ne fera pas d'enfant, on a vu tout ça. Mais à cause de notre fétiche, on va faire. Alors, quel instrument on a à ce moment pour dire à cette famille, arrêtez? C'est la loi. Si on est dans un pays civilisé, c'est comme c'est la loi. On ne peut que brandir la loi. Donc la loi, elle est importante, elle est l'expression de la volonté politique du pays, c'est vrai, mais elle est aussi l'instrument qui protège l'être humain qu'est la fille. Deuxième axe. Le troisième axe, nous l'avons dit, c'est de réinsérer les praticiennes et les praticiens, parce que comme elle l'a dit au Niger, au Nigeria, au Bénin, ce sont les hommes aussi qui le font, c'est de les convaincre d'abord d'abandonner la pratique, ensuite de les réinsérer dans les structures. Le quatrième axe qui est très important et dont presque personne ne parle, c'est le fait de prendre en charge les victimes qui ont déjà été victimes réelles de ça. Les victimes potentielles qui sont passées par là. Il y a des millions de femmes qui souffrent dans leur chair par des complications de cette pratique. Mais du fait que la pratique était taboue, les conséquences sont taboues, ces femmes sont de façon sourde en train de vivre une vie silencieuse, dure. Alors il faut aller chercher ces femmes-là pour les amener devant les soins qu'on pourrait leur donner. Ça, c'est notre quatrième axe. Et le cinquième axe que nous faisons, c'est que nous nous sommes dit, et c'est pour ça que nous sommes ici, personne ne peut faire seul. Personne ne peut. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Donc c'est ce que nous avons fait. En allant au-delà du réseautage national, régional et tout, il faut un réseau mondial. Et nous sommes heureux de voir aujourd'hui qu'il y a un réseau mondial. Donc ce sont ces 5 axes-là sur lesquels nous travaillons. Nous allons les continuer. Après la résolution, nous allons les renforcer. C'est que la résolution pour nous, quand je serai dans un pays comme la Gambie, comme le Mali, je peux maintenant dire, écoutez, ça c'est une résolution venant du monde entier. N'ayez plus peur. Et si le gouvernement a peur, le gouvernement peut dire, ah oui, on va le faire, mais c'est parce que le monde entier a dit ça. L'ONU a dit ça. Ça peut les aider à transgresser un peu leur peur, à dépasser leur peur. Donc ces 5 axes, nous allons les continuer et nous allons intégrer la résolution dans ces 5 axes. D'abord, la résolution elle-même, c'est une victoire en tant que telle. Si ils se souviennent de tout le processus, elle-même en tant que telle, c'est une victoire. Et deuxièmement, le contenu de cette résolution, si vous parcourez ça très rapidement, vous comprendrez qu'elle couvre tous les aspects du sujet. Tous les aspects.
droits de l'homme, discrimination, violence faite aux femmes, santé, la santé de la reproduction, tout est dedans. Ensuite, en termes d'action proposée, on a préconisé non seulement les lois, mais on a dit, ok, continuez de sensibiliser, continuez d'éduquer, continuez de faire. Et l'autre élément, on a offert la possibilité aux agences des Nations Unies, en fait, de créer un nouveau funding. Parce que le programme, le Joint Programme est déjà en train de finir. Ils n'ont même pas pu couvrir tous les pays concernés. Donc, ils ont besoin d'un instrument pour continuer. Il y a la journée du 6 février qui est désormais consacrée comme une journée tolérance zéro pour les mutilations génitales. Moi, c'est-à-dire je n'en savais rien, mais je vous assure tout que j'ai appris tout par rapport au contact que j'ai eu avec le centre interafricain et puis No Peace Without Justice. Et enfin, je crois qu'il y a quelque chose de très fondamental au niveau de cette résolution. C'est le rapport qu'on a demandé au secrétaire général dans 2 ans. Parce que c'est lui qui va nous ouvrir le chemin pour les actions à mener dans l'avenir. Parce que n'oubliez pas, au départ, on a dit on va prohiber, on va interdire tout de suite. Mais on a dit non, allons-y pas à pas, mettons tout ensemble. Et puis, il y a des études qui ont été faites. L'UNICEF en a fait en 2009, il y a plein d'études, les ONG en ont fait. Si on peut mettre tout ça ensemble et faire un rapport complet, et maintenant à l'usage des États membres, je crois que tous les stakeholders, tous les partenaires là, qui sont aujourd'hui impliqués dans l'élaboration de cette résolution, parce qu'il faut vous dire, vraiment, l'avantage de cette résolution, c'est d'avoir mis tout le monde ensemble et d'avoir suscité l'attention du monde entier et tout le monde aujourd'hui est au même niveau. Si maintenant ce rapport peut venir dans 2 ans, vous allez voir le pas géant que nous allons pouvoir faire dans le combat contre le fléau. Je vous remercie. Merci bien de cette précision. On peut peut-être prendre les effets en même temps qu'on lutte pour que la pratique s'arrête. Il y a 2 techniques de réparation. Il y a la réparation des séquelles liées à l'excision et il y a la réparation reconstructive. Voilà. Parce que ce qu'on coupe là, ce n'est qu'une petite partie de ce qui reste. Donc il y a la possibilité de reconstituer le clitoris. Et beaucoup de femmes africaines se sont épanouies par cette technique. Ok, donc merci bien. Nous allons passer, pendant que se déroulera le cocktail, nous allons utiliser cette salle pour les interviews en aparté. Donc, vous autres qui voudrez réaliser des interviews, vous pourrez donc à chaque fois convier la personnalité que vous souhaitez dans un coin de cette salle pour mener les interviews pour vos différents organes. Le président du groupe a dit, bon, la presse c'est le 4e pouvoir. Vraiment, on va compter sur vous parce qu'on ne peut rien faire seul. Et chez les Guinéens, on dit qu'une seule main ne ramasse pas la poudre. Oui, absolument. Voilà, la farine. Voilà, donc on va le faire ensemble. Merci. Mais je tiens à quand même féliciter 4 personnes, je ne dirai pas leur nom, qui ont permis le succès de ce rendez-vous. Merci. On va les applaudir. Elles se reconnaissent. Merci. Okay. Merci. Félicitations. Excellent. Merci beaucoup. Excellence. Dites-nous un peu au terme de cette conférence, quel message avez-vous pour tous comme la première dame, Madame Compaoré, qui ont décidé de se lancer dans la lutte contre les mutilations génitales féminines? Oui, c'est un message d'abord de félicitations parce que ça a été une victoire, l'adoption de cette résolution. Maintenant, c'est un message de détermination que je lance à tout le monde pour que tout le monde soit déterminé pour la mise en œuvre de cette résolution et que chaque partie prenante, que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau des organisations internationales et de la société civile, chacun puisse désormais jouer son rôle pour que nous puissions arriver un jour justement à éliminer cette pratique-là qui est les mutilations génitales féminines. Donc ce n'est qu'un point de départ en fait, un point d'une phase de la lutte qui est très importante, qui amène la question au niveau des Nations Unies, qui est une tribune mondiale où tous les États du monde se rencontrent. Et je crois que la résolution qui a été adoptée par consensus avec le parrainage de plus de 100 pays
est un message fort politiquement pour que chacun puisse désormais prendre en conscience que la nécessité de lutter contre cette pratique qui n'honore pas la femme et qui n'honore pas l'homme tout court. Parce que c'est un bafouement des droits humains et c'est également une manière aussi de pouvoir ramener certaines conceptions anciennes qui ne doivent plus avoir cité aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui. Donc je peux dire que c'est un message d'espoir à travers cette résolution. Nous allons tous nous y mettre, et chacun dans ses capacités, pour que nous puissions arriver à l'objectif final qui est d'éliminer, d'interdire, si possible, en tout cas cette pratique-là au niveau des différents États. Vous êtes le secrétaire de cette grande ONG No Peace Without Justice qui a pour mission d'éradiquer, je dirais donc les mutilations féminines. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions par rapport à cette résolution qui est définitive, mondiale, qui vous donne donc plus de pouvoir dans votre lutte? C'est un succès de notre organisation, pas vraiment de notre organisation. Il y a un énorme réseau des ONG africaines et de tout le monde qui ont vraiment combattu pendant des années pour avoir les résultats d'aujourd'hui. Et il y a trois choses principales que ces résolutions fait. La première est qu'il annonce une interdiction mondiale de la mutilation génitale féminine. L'interdiction mondiale qui encourage et demande au gouvernement, tous les gouvernements du monde, pas seulement les gouvernements africains, mais tous les gouvernements du monde, d'avoir des lois spécifiques pour interdire les MGF. Et ils rendent plus fort, ils donnent des pouvoirs et ils donnent les capacités à les activistes dans les villages, dans les communautés, mais aussi au niveau national, de demander une action positive de leurs institutions. Et ils déclarent de la manière plus claire qui était déjà fait, et que les mutilations génitales féminines sont une violation flagrante des droits humains de la femme. Et c'est pas tout simplement un problème de santé, c'est pas tout simplement une chose qui fait partie de la culture, c'est une violence contre la femme et une violation des droits humains, des droits humains fondamentaux, universels, les droits à l'intégrité personnelle. Et pour ça, c'est un changement très fort des systèmes, de la mentalité, aussi des moyens de conception de la mutilation. Alors l'accent, c'est évidemment encore sur l'éducation, l'accent, c'est encore évidemment sur la réhabilitation, mais il y a cet élément nouveau qui est reconnaître que c'est une violation des droits humains. Madame Lamizana, dites-nous un peu de votre poste ministériel et aujourd'hui présidente donc du comité interafricain. Quelle évaluation vous faites donc après tant d'années de lutte? C'est une évaluation positive parce que je peux dire que c'est la lutte qui m'a amenée au poste ministériel. Parce que j'ai été la première personne qui a mis en place le programme national de lutte contre la pratique de l'excision dans notre pays. Et j'ai été la première présidente, la première secrétaire permanente. Et nous avions réussi à mobiliser toute la communauté nationale, d'abord à poser le problème à la conscience nationale. Ça n'a pas été facile parce que c'était un sujet tabou. Personne ne voulait en entendre parler. Il a fallu le coup de pouce de la première dame lorsque nous l'avons sensibilisée, on l'avait dit en sa qualité de première dame. Elle pouvait se mettre à contribution pour améliorer la santé, apporter sa contribution dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des femmes à travers la lutte contre la pratique de l'excision. Elle a compris la justesse de la question et elle s'est engagée. Et donc, c'est à partir de là que des petits problèmes ont survenu. Des problèmes, vous savez, lorsqu'on met un programme en place et que ça réussit, ça suscite des envies, ça suscite des pousse-toi pour que je me mette. Et j'ai connu, comme beaucoup de personnes, le revers de la médaille qui m'a amené un peu hors jeu. Et au regard de cette situation, j'ai été rappelée à un poste ministériel et qui m'a permis de relancer
le programme au niveau national et même au niveau international et donner un souffle nouveau à la dynamique qui existait et ensemble, main dans la main. Parce que moi j'ai toujours dit, quand on ne croit pas, quand on n'est pas engagé, on ne peut pas faire bouger cette cause. 1984, vous l'avez mentionné tout à l'heure, donc ça a été un peu le début de votre voyage dans cette lutte. Aujourd'hui, vous avez atteint un résultat face donc à l'adoption de cette résolution. Quelle est votre satisfaction? Avant de commencer, je voudrais d'abord profiter de votre télévision pour féliciter les 29 pays du comité interafricain, pour féliciter la première dame du Burkina Faso, qui est notre ambassadrice de bonne volonté, Mme Chantal Compaoré, la première dame de la Guinée, qui l'accompagne aussi, et toutes les personnes de bonne volonté à travers le monde qui nous ont aidés à arriver à ce point de la résolution des Nations Unies. Vous savez, nous sommes comblés parce que, comme je le disais tout à l'heure pendant la conférence de presse, notre lutte c'était à un trépied. Il manquait un pied. Nous avions le pied national où nos comités nationaux s'investissent auprès du gouvernement, auprès des communautés, auprès des corporations nationales. À ce niveau-là, nous avons fait passer le message. Ensuite, il y a le pied régional, c'est-à-dire l'Union africaine, les pays africains. Nous sommes arrivés à faire un plaidoyer auprès des chefs d'État et nous avons eu le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relative aux droits des femmes, où les mutilations génitales féminines sont mentionnées comme étant une violation des droits des femmes. Et en 2011, nous avons réussi aussi, lors du sommet de Malabo, à mobiliser les chefs d'État pour qu'ils prennent la décision de dire, que les mutilations génitales féminines sont une pratique, sont des violations des droits des femmes. Et deuxièmement, la décision demandait aux Nations Unies d'avoir cette résolution mondiale. Donc, nous sommes très heureux de voir que le troisième pied qui manquait, qui était le pied international, vient d'être mis aujourd'hui parce que maintenant, nous avons un instrument international, le monde entier, parce que c'est par consensus, je dois le dire d'ailleurs, il n'y a pas eu de vote, tout le monde était d'accord. Ça, c'est extraordinaire. Tout le monde était d'accord et le vote a été par consensus. Donc, ça veut dire que le troisième pied, qui est l'international, a été mis aujourd'hui par consensus. Donc, vous pouvez comprendre que je suis comblé parce que depuis 28 ans, nous nous battons et aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Ce n'est pas suffisant parce que ce n'est qu'une étape de la lutte, mais c'est déjà beaucoup. Excellence, dites-nous un peu, en votre qualité donc d'ambassadeur de la francophonie, quel sera donc votre rôle, je dirais, dans cette partition de la réalisation de cette résolution? Eh bien, il faut d'abord se féliciter parce que la francophonie, c'est quand même 30 pays africains. C'est une résolution qui a été défendue par l'Afrique, principalement le Burkina et le Bénin. Et nous avons apporté notre petite pierre en permettant que la résolution soit mieux connue dès aujourd'hui. Et nous allons certainement poursuivre, puisque vous le savez, le président Abdou Diouf, notre secrétaire général, a signé un protocole d'accord avec ONU Femmes. Et pour ce faire, il y aura des actions que nous allons mener en commun pour accompagner la résolution et accompagner les acteurs sur le terrain. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.